Pigmentation des anciens Égyptiens. Test par la mélanine. Par le professeur Cheikh Anta Diop. A. Considération générale. Le développement qui suit a pour but de montrer 1. Que le taux de mélanine est une caractéristique raciale fondamentale. 2. Que ce taux peut très bien être mesuré dans la pratique par des méthodes variées en laboratoire pour toutes les races et pour des êtres vivants ou morts. Nous avons ensuite appliqué la méthode à quelques momies égyptiennes conservées au laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme de Paris grâce à l'amabilité de Madame Chamla, chef du département, et de ses aides. Nous avons utilisé la technique des coupes minces observées en lumière ultraviolette ou naturelle. Les préparations ont été montées gracieusement par Madame J. Guillan, technicienne au laboratoire de physiologie de la Faculté des sciences de Dakar, et M. Mamadou Cissé, chargé du département des vertébrés de l'IFAN. Les résultats sont éloquents. On peut d'abord constater que, contrairement à une opinion très répandue, les procédés de momification ne détruisent pas l'épiderme au point de rendre la méthode inapplicable dans la plupart des cas. En particulier, celle-ci permettrait certainement d'analyser la peau de toutes les momies royales du musée du Caire en parfait état de conservation. Thoutmôsis III, fondateur de la 18e dynastie, le conquérant de toute l'Asie occidentale, Séti Ier, le fondateur de la 19e dynastie, son fils le célèbre Ramsès II, etc. Le jeu en vaudrait la chandelle, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'obtenir des échantillons à analyser. Le conservateur du musée du Caire, le docteur Riyad, m'avait promis de m'en envoyer, mais j'attends depuis plus d'1 an. Je m'étonne du reste qu'une telle analyse n'ait pas déjà été tentée et réalisée par d'autres chercheurs depuis fort longtemps. Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer qu'un tel examen révèle, à n'en pas douter, un taux de mélanine inconnu chez les races leucodermes et classe indubitablement les Égyptiens anciens parmi les Africains d'Afrique noire. Faisons quelques remarques d'ordre général, avant d'aborder l'exposé proprement technique de la méthode. Notons d'abord que même les Égyptiens actuels, après tant de millénaires de métissage, appartiennent encore en majorité au groupe sanguin B des nègres de l'Afrique occidentale, à l'exclusion du groupe A2 sauf pour les habitants actuels de la région du Delta, qui sont manifestement venus d'ailleurs. Puisque les groupes sanguins des derniers hommes préhistoriques peuvent dans certains cas être déterminés à partir de leur squelette et des restes de leurs momies, il y a là une possibilité d'étude des migrations. Le groupe sanguin A2 est d'une importance anthropologique considérable. Il est caractéristique des Blancs d'origine européenne et ne se rencontre pas en principe chez les races de couleur, chez les nègres en particulier. La règle de Gloger établit que chez les animaux supérieurs à sang chaud, la pigmentation mélanique tend à croître avec la chaleur et l'humidité. Un haut degré d'humidité allié à un haut degré de chaleur provoque une pigmentation noire. Le maximum de pigmentation étant dans les régions chaudes de l'équateur et le minimum au cercle arctique. La même échelle semble être valable pour l'homme. D'autre part, le triomphe de la thèse de l'origine monogénétique de l'humanité oblige à reconsidérer tous les problèmes ethniques sous un angle nouveau. En tirant toutes les conséquences de ce fait, on doit admettre que toutes les autres races sont issues de la race noire, peut-être à partir d'une différenciation de l'homme de Grimaldi en Europe. Les lois actuelles de l'hérédité ne s'y opposeraient pas. La chimie quantique tente même de formuler la loi des mutations biologiques, ou en tout cas d'en donner une explication scientifique satisfaisante. Le Grimaldi serait passé par Gibraltar et l'Espagne comme l'aurait fait l'homme de l'Acheléen. Une autre voie parallèle assez probable passerait par la Tunisie, la Sicile et l'Italie méridionale. Une humanité née sous la latitude des Grands Lacs doit, d'après ce qui suit sur le rôle fonctionnel de la pigmentation, et d'après la règle de Gloger, être pigmentée et noire. Si cette hypothèse doit être prise en considération, et on voit mal comment, dans l'état actuel de la recherche scientifique, on pourrait y échapper, le tableau de l'évolution de l'espèce humaine serait le suivant. Un Homo sapiens négroïde fortement pigmenté, loi de Gloger, serait parti de la région des Grands Lacs, Kenya, Éthiopie, Ouganda,
pour aller peupler le reste du monde par migration. Pour le docteur Leakey, non seulement l'Homo faber, mais l'Homo sapiens sapiens est également né en Afrique noire, il y a au moins 150 000 ans. Nous pensons que cet homme aurait gagné l'Europe non par l'isthme de Suez et la périphérie de la Méditerranée orientale, où ses traces sont inexistantes, mais par le Sahara, l'Espagne ou l'Italie, ce qui donne une singulière importance aux peintures rupestres qui jalonnent cette voie, et il faut bien le dire, soulèvent des problèmes de chronologie. Mais ces derniers sont en voie de trouver une solution scientifique. En fait, ils sont la conséquence d'une sorte de malédiction que l'éminent savant français Vaufray avait jetée sur l'Afrique sans le faire exprès. L'Afrique est à la traîne, avait-il écrit. Dès lors, il devenait un sacrilège d'attribuer un âge tant soit peu ancien à quoi que ce soit en Afrique noire. Rien ici ne devait être rattachable chronologiquement parlant à quoi que ce soit en Europe. Mais voici l'avènement de la chronologie absolue, potassium-argon, C14, etc., qui rétablit les droits de la science contre les préjugés des savants, d'où le triomphe de l'origine monogénétique de l'homme, avec localisation du berceau de l'humanité en Afrique. C'est la méthode du potassium-argon et celles apparentées qui ont permis de réaliser cette prouesse. On sait même que des hommes probablement de l'espèce sapiens ont exploité la plus ancienne mine du monde, il y a 40 000 ans dans le Swaziland, pour en extraire de l'ocre rouge. Mais en laissant ce dernier cas de côté pour revenir à celui des Homo sapiens du Kenya, leur antiquité, ils sont antérieurs aux Grimaldi et à l'homme de Combe-Capelle, rend plausible l'idée d'une migration vers l'Europe d'Homo sapiens négroïde, le grimaldien en l'occurrence, au Paléolithique supérieur. Les faits préhistoriques africains pourraient très bien expliquer ceux d'Espagne et du midi de la France, tout préjugé mis à part. Il resterait deux difficultés. 1. La chronologie saharienne devrait fournir un jour des dates imputables au Paléolithique supérieur et non pas seulement au Néolithique pour ce qui est de l'art rupestre en particulier. On peut supposer qu'une étude plus fine, plus approfondie et plus méthodique des faits pourrait aussi changer nos idées sur cette grave question. 2. La difficulté qu'éprouverait l'homme préhistorique à traverser le détroit de Gibraltar. Au 7e congrès de préhistoire, Addis Abeba 1971, le typologiste M. Tixier parlait de l'énervement des spécialistes du Paléolithique inférieur chaque fois qu'ils envisagent les implications de la présence des hachereaux, cette industrie typiquement africaine, dans le sud de l'Europe, à l'exclusion des régions nordiques. En fait, l'idée qui s'impose est que dès cette époque reculée du Paléolithique inférieur, l'Homo faber, l'homme de l'Acheléen était déjà suffisamment équipé pour traverser le détroit de Gibraltar. À plus forte raison, l'homme de Grimaldi du Paléolithique supérieur aurait pu exécuter semblable exploit. Si tel était le chemin suivi, comment expliquer la différenciation raciale, en l'occurrence l'apparition du blanc, ou de l'homme de Cro-Magnon, il y a 20 000 ans au Solutréen, c'est-à-dire 10 000 ans après l'arrivée du Grimaldi négroïde en Europe? Le problème est posé. La science y répondra, mais la filiation s'impose scientifiquement à notre esprit avec le triomphe de la thèse monogénétique. On trouvera dans le compte-rendu que nous avons fait du colloque sur l'apparition de l'Homo sapiens les idées que l'on pourrait avancer prudemment sur cette question, touchant à la probabilité des mutations avec le changement de milieu. N'oublions pas que le Grimaldi, qui de toute façon est un négroïde envahisseur, est le premier occupant en date du sol européen en tant qu'Homo sapiens sapiens, et que le premier blanc apparut 10 000 ans après son arrivée. On peut supposer une mutation due au changement des conditions physiques climatiques en particulier, car nous sommes en pleine période glaciaire, et des nègres ou des négroïdes transplantés dans de telles conditions pendant un pareil laps de temps pourraient bien changer d'aspect. Les caractères nettement négroïdes des hommes de Cro-Magnon d'Espagne, l'ostéologie nigritique des premiers hommes de Cro-Magnon de France, l'apparition tardive de ce blanc, celle plus tardive encore du jaune, l'homme de Chancelade au Magdalénien il y a 15 000 ans, tant de faits qui ne recevaient pas une explication rationnelle nous deviennent plus intelligibles à la lumière de cette hypothèse. Des savants occidentaux ont déjà exprimé des idées similaires. C'est le cas de Sansfourche citant Goury. D'autre part,
les œuvres d'art du Paléolithique situent nettement le sommet de la civilisation de cette époque reculée en Europe occidentale, plus spécialement dans la région aquitano-cantabrique. Manifesté dès l'Aurignacien comme une des premières créations de l'Homo sapiens, l'art se développe au Solutréen pour s'épanouir magnifiquement au Magdalénien. Au cours de cette longue période, c'est encore l'Occident qui est l'initiateur ou tout au moins le transmetteur d'une civilisation venant peut-être du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique nord-occidentale. Voici ce que pense à ce sujet le professeur Goury. Une civilisation issue de la terre africaine, voilà qui bouleverserait les principes enseignés jusqu'ici. La tradition classique n'a jamais cessé d'affirmer que toutes les civilisations antiques viennent de l'Orient. Nous sommes si imprégnés de traditions érigées en dogmes qu'une Afrique noyau civilisateur nous paraît incompréhensible. Ce que nous sommes en mesure de pouvoir affirmer, c'est que le premier courant de peuple à qui nous devons notre Aurignacien inférieur vient d'Afrique par l'Espagne et sans doute aussi par l'Italie. Quoi qu'il en soit, on voit que le moment n'est pas loin où le monde savant admettra que la race noire est la première race d'Homo sapiens à exister. Toutes les autres sont issues d'elle par un processus que la science précisera. Il n'est donc plus nécessaire de peupler l'Afrique noire et l'Égypte, à l'origine des temps, par de mystérieux blancs ou races non nègres. B. Partie technique. Dans l'état actuel de la recherche, les auteurs, R. A. Nikolaus, distinguent 3 sortes de mélanine. 1. Le mélanine, ou vraie mélanine, noire. 2. La phaéomélanine, ou mélanine brune, jaune. 3. La lomélanine ou les autres mélanines constituées de pigments qui varient du brun au jaune. Les 2 premières variétés se rencontrent surtout dans le règne animal, tandis que la dernière prédomine dans le règne végétal. Le mélanine est responsable de la couleur de la peau et des cheveux. La tyrosine est le précurseur des eumélanines. Les pigments noirs sont formés en général à partir de l'oxydation des diphénols, comme la dihydroxyphénylalanine, DOPA, le 5,6-dihydroxyindole, le catéchol et le 1,8-dihydroxynaphthalène, où il se forme des noyaux quinones, avec beaucoup de centres actifs pour la polymérisation. Cela est une condition nécessaire pour obtenir un pigment noir. Les composés dans lesquels le nombre de centres actifs est limité produisent des pigments bruns, brun-rouge, jaune-brun. L'insolubilité relative des mélanines rend délicate leur étude car il devient difficile de les purifier. Par contre, elles sont d'une stabilité remarquable et l'on a trouvé de la mélanine sur des spécimens fossiles datant de 150 millions d'années. Elles peuvent être chauffées à 600 degrés Celsius sans décomposition. Selon R. A. Nikolaus, les méthodes modernes d'analyse physico-chimique ne sont pas utilisables pour l'étude de la structure des mélanines. En effet, celles-ci absorbent à la fois dans l'ultraviolette et le violet visible sans bande caractéristique. L'étude spectroscopique par résonance magnétique nucléaire est très difficile. Le spectre infrarouge est sans intérêt et le spectre de diffraction par rayon X a juste montré que la structure n'est pas cristalline. L'étude spectroscopique par résonance de spin électronique a révélé la propriété de radical libre des mélanines. L'étude des produits de dégradation a donné des résultats intéressants. La méthode des traceurs, qui consiste à marquer au C14 par exemple un précurseur comme la tyrosine, est pleine de promesses. Elle a déjà permis de suivre la formation de la mélanine dans les cheveux, etc. Parmi les différents pigments qui contribuent à la formation de la couleur de la peau, carotène, oxyhémoglobine, hémoglobine réduite, mélanine, ce dernier joue le rôle de facteur racial principal dans la pigmentation de la peau des différentes races. Des cellules spéciales, appelées mélanocytes, sont responsables de la formation de la mélanine dans le derme et surtout dans l'épiderme humain. Leur nombre est relativement indépendant de la race, mais leur activité, c'est-à-dire la quantité de mélanine qu'elles peuvent fabriquer, dépend d'un facteur racial lié au code génétique. Autrement dit, le nègre a le même nombre de mélanocytes que le blanc et l'albinos pour une région donnée de la peau. Mais ces cellules, étant de beaucoup plus actives, fabriqueront plus de grains de mélanine que celles du blanc à cause de l'activité de la tyrosinase, enzyme qui contrôle la formation de la mélanine. Les mélanocytes se trouvent dans la couche de Malpighi de l'épiderme,
1035 par millimètre chez le nègre. Il semble qu'il n'existe pas de différence qualitative de mélanine, en passant d'une race à l'autre, mais uniquement des variations de taux. L'élaboration de la mélanine nécessite en général 3 éléments: le substrat, tyrosine ou DOPA, l'enzyme catalyseur de la réaction d'oxydation du substrat et l'oxygène. La réaction dépend de plusieurs facteurs: température, pH, potentiel d'oxydoréduction, et de la présence d'inhibiteurs de l'enzyme tels que les groupes fonctionnels réducteurs sulfure. Les substances biochimiques inhibiteurs de la tyrosinase contiennent tous le groupement fonctionnel N, C et sont des agents réducteurs puissants. Il existe tout de même une corrélation entre la taille et la morphologie des mélanocytes et leur activité. La protéine de support des tyrosinases des albinos est génétiquement défectueuse. Le gène responsable de l'albinos agit par l'intermédiaire de groupements réducteurs. On a pensé que l'oxydation de 5,6-dihydroxyindole peut être inhibée chez les animaux albinos par des groupements fonctionnels sulfurés qui sont présents dans les mélanocytes mélanitiques. Le alpha-MSH, Melanin Stimulating Hormone, le bêta-MSH et l'ACTH, adrénocorticotropin hormone, stimulent la différenciation des cellules mélanoblastes non pigmentées en mélanocytes pigmentés. L'activité de la tyrosinase est favorisée par la sécrétion hormonale de la glande pituitaire. Le spin de résonance électronique, ESR, détecté dans les mélanines naturelles, est attribué à l'existence de radicaux libres piégés dans la masse polymérisée des macromolécules. Le paramagnétisme des mélanines s'expliquerait ainsi. Mêmes échangeurs d'électrons, des mélanines pourraient avoir un rôle protecteur de l'organisme contre les phénomènes d'oxydoréduction et le piégeage des radicaux libres, qui pourraient troubler le métabolisme des cellules vivantes. Elles pourraient protéger la peau contre les radiations par un tel mécanisme. Les mélanines sont probablement un mélange de macromolécules formées par la copolymérisation de différents précurseurs. L'eau oxygénée décolore le mélanine. On purifie la mélanine par 1. Lavage au HCl à 1%. 2. Extraction à chaud par l'acétone. 3. Ébullition prolongée dans HCl concentré. D'après les études faites au microscope électronique, 2 types de cellules épidermiques sont responsables de la pigmentation cutanée: le mélanocyte et la cellule malpighienne. Le mélanocyte dendritique fabrique la mélanine et la distribue aux cellules malpighiennes voisines. P. Drockmans, page 155-156. Les mélanocytes contiennent la tyrosinase enzyme, qui transforme la tyrosine et plus rapidement la DOPA en mélanine. Celle-ci est dispersée sous forme de grains dans la cellule et dans ses prolongements dendritiques. Les mélanocytes ont une localisation épidermique et ceux dont le pécarion plonge entièrement dans le derme en restent séparés par la membrane dermique. Les cellules malpighiennes, ainsi pigmentées, emportent la pigmentation au cours de leur évolution vers la surface de l'épiderme. Méthode de détermination quantitative. La mesure de la couleur de la peau par spectrophotométrie a été effectuée en Amérique dès 1939 sur des Blancs, des Japonais, des Hindous, des mulâtres et des nègres, des peaux de cadavres, et les résultats furent concluants. La somme des absorptions, transmissions et réflexions des différentes couches de la peau est une caractéristique de celle-ci. 5 pigments et un facteur de dispersion jouent un rôle important. Aux 4 déjà cités, il faut ajouter le mélanoïde. Un lambeau de peau de nègre, 25 square inch, est macéré dans du KOH à 5%, la mélanine étant soluble dans les alcalis dilués. La solution obtenue est dosée par spectrophotométrie. L'analyse révèle une grande absorption, sans bande caractéristique toutefois, au début du spectre visible dans le violet et un minimum d'absorption à la fin du spectre dans le rouge. La transmission croît sans rupture du violet au rouge. La mélanine, comme les autres pigments, obéit à la loi de Beer, c'est-à-dire que le logarithme de la transmission est directement proportionnel à la concentration. L'idée que les différences raciales de couleur sont dues uniquement aux variations de quantité de mélanine dans l'épiderme a été confirmée par les observations faites sur la mélanine dissoute. La mélanine a un comportement équivalent sous la peau et en solution.
Les propriétés spectrophotométriques de la mélanine, entre autres, bandes d'absorption dans le violet visible, font classer le mélanoïde comme un produit de dégradation de la mélanine. La femme est généralement moins pigmentée que l'homme de même race. La quantité de mélanoïdes formée dépend toujours de la quantité de mélanine présente et le stockage dépend de l'épaisseur de peau d'épiderme. Les deux variétés d'hémoglobine du sang ont des bandes caractéristiques d'absorption et des pics de transmission. La lumière est réfléchie par l'épiderme, le derme et les parois des veines. Le carotène a une bande d'absorption dans le bleu à 482 μm. Par dissolution et analyse spectrophotométrique, on a pu déterminer que la couleur des graisses est due au carotène. Celui-ci est présent aussi dans les parties épaisses de l'épiderme. Tous les pigments ont une absorption prépondérante dans le bleu. La lumière transmise contient une plus grande proportion de grandes longueurs d'onde, rouge, tandis que la lumière réfléchie contient les courtes longueurs d'onde, bleu. Cela est un effet de dispersion. Les différences raciales s'expliquent par les quantités de mélanine et de mélanoïdes à l'exclusion des autres pigments carotène, hémoglobine. Ross Aiken-Gortner a étudié l'effet des alcalis sur la mélanine et décrit les conditions d'une bonne extraction sans décomposition avec la soude à 0,2%. La mélanine obtenue est alors soluble dans l'acide acétique, formique ou les acides minéraux de concentration inférieure à N10. Dans le cas contraire, les pertes atteignent facilement 50%. La mélanine se décompose dès que la concentration de l'alcali dépasse la teneur de 0,2%, selon cet auteur qui remarque « On peut obtenir un produit noir à partir de la laine noire selon n'importe quelle méthode. Si le pigment est bien préparé, la combustion ne laisse pas de cendres, et on peut alors déterminer les taux de H, C, N, S, O selon les méthodes classiques d'analyse. Combustion dans un courant d'oxygène, méthode de Dumas pour l'azote, etc. A. J. Léa relate la solubilité de toutes les variétés de mélanine dans le chlorhydrine d'éthylène à froid. Il semble qu'il ne s'agisse pas d'une combinaison avec le prétendu solvant comme c'est le cas avec le diéthylamine, car le produit résiduel après évaporation garde toutes les propriétés de la mélanine. On peut obtenir une bonne résolution de grains de mélanine par observation microscopique, en lumière ultraviolette, en pratiquant des sections minces fixées au glutaraldéhyde et post-fixées au tétroxyde d'osmium. V. Wilter remarque que les larves de l'Ambystoma mexicanum changent de couleur suivant les conditions de luminosité ou suivant la couleur du fond sur lequel elles se développent. Ce phénomène d'adaptation chromatique est soumis au contrôle du système nerveux par l'intermédiaire de la vision. Le séjour des larves sur fond noir provoque l'assombrissement progressif de la teinte des téguments. Les mélanophores des taches mélaniques segmentaires des jeunes larves s'étalent considérablement, ce qui détermine la teinte plus intense et la confluence progressive de ces taches. Les axolotls, que l'on fait séjourner sur fond blanc, présentent une coloration des téguments qui va en s'éclaircissant progressivement chez les jeunes larves. Les taches segmentaires diminuent peu à peu d'étendue et d'intensité du fait de la contraction des mélanophores. Si l'on prolonge le séjour sur fond blanc, le dessin mélanique n'est bientôt plus représenté que par des petites taches arrondies de couleur grisâtre nettement isolées les unes des autres. Un groupe austro-américain de chercheurs a affirmé récemment que la couleur de la peau dépend particulièrement de la répartition régulière des mélanotomes, phénomène plus prononcé chez le noir que chez toute autre race. Conclusion. Il ressort de ce qui précède que l'anthropologie physique dispose ainsi d'une méthode à la fois puissante et fine, praticable toutes les fois que les restes animaux ou humains à analyser comportent des lambeaux de peau. Cette méthode est donc applicable aussi à la race protohistorique d'Égypte, étudiée par Elliott Smith, qui a souvent récolté des morceaux de peau. Peut-être pourrait-on également réétudier la race brune de Cergy qui peuplait tout le pourtour de la Méditerranée à la protohistoire, et que l'on identifie complaisamment à la race égyptienne protodynastique? La puissance de la méthode d'analyse décrite ci-dessus contraste avec la rareté de son utilisation. Cependant, sa finesse ne doit pas conduire aux excès de l'anthropologie moléculaire qui permettrait de classer deux frères jumeaux
dans des catégories raciales différentes. En toute rigueur, les échantillons de peau analysés devraient avoir subi un traitement identique. Une peau, de nègre ou autre, fraîchement récoltée, aurait dû subir au préalable un processus de momification qui, en détruisant partiellement l'épiderme, laisserait subsister surtout les noyaux des mélanocytes sous forme d'inclusion dans les tissus de séparation du derme et de l'épiderme dans ce cas, seulement les teneurs en mélanine seraient rigoureusement comparables.